Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir à ce webinaire d'aujourd'hui, le premier de l'année 2026 pour les affaires. Webinaire qui s'intitule GitHub Copilot, passer à l'échelle avec une approche stratégique pour vos équipes TI et c'est présenté par GoLogic. Mon nom est Charles-Édouard Carrier, je suis consultant en communication et stratégie événementielle et j'ai le privilège d'être avec vous donc pour animer le webinaire et la période de questions donc pour cet événement Les Affaires. Avant de se lancer, j'ai quelques informations à vous transmettre pour assurer donc le bon déroulement du webinaire. Premièrement, vous pourrez poser vos questions aux experts à la fin de la présentation. Vous pouvez le faire donc en appuyant sur le bouton dédié à droite de votre écran et ainsi inscrire vos questions donc, tout au long du webinaire. Il n'y a aucun problème et on les présentera donc à la fin. Je précise que vous aurez accès à la rediffusion de l'événement également. Et si vous avez des problèmes techniques tout au long de la présentation, vous pouvez contacter l'équipe de PQM, qui est notre diffuseur officiel, en cliquant donc sur l'icône au bas de la page. Cela étant dit, Événement Les Affaires est ravi d'accueillir donc GoLogic pour le webinaire d'aujourd'hui. Vous savez, intégrer un nouvel outil, ce n'est pas seulement un choix technologique, c'est aussi un choix d'organisation. Et si on n'a pas de vision partagée, les usages peuvent se fragmenter et les bénéfices attendus ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc aujourd'hui, au webinaire, on vous propose une approche qui est structurée et pragmatique donc pour intégrer GitHub Copilot à l'échelle organisationnelle et avec une méthodologie éprouvée. En fait, nos experts vous aideront à voir comment maximiser les bénéfices de l'outil tout en réduisant les risques. Parce que ce qu'on veut au final, c'est en faire un accélérateur de performance qui sera durable. Donc, dans les prochaines minutes, vous entendrez Benjamin Lallemand, cofondateur et conseiller stratégique chez GoLogic. Avec plus de 20 ans d'expérience en TI, Benjamin accompagne les organisations dans l'amélioration de leur processus de livraison logicielle. Son approche d'intégrateur technologique lui permet de guider efficacement les équipes vers l'adoption des bons outils IA au bon moment et facilitant donc ainsi la transition vers des pratiques qui sont innovantes et qui augmentent la valeur livrée. Et finalement, il sera accompagné de Justine Guéring, responsable de la ligne d'affaires IA chez GoLogic également. Experte en intelligence artificielle, Justine développe des solutions d'IA qui visent à améliorer la productivité des équipes TI. Elle est formée à McGill et Mila et se spécialise en Machine Learning for Code. Elle siège sur le comité de programme TechDep et responsable du volet Industrie 2026. Elle est également conférencière et auteure du livre AI for Mass Scale Code Refactoring and Analysis, donc publié en 2024. Chers participants et participantes, je vous souhaite un excellent webinaire et on se retrouve immédiatement après la présentation. Benjamin et Justine, je vous laisse commencer. Merci. Merci Charles-Édouard. Merci Charles-Édouard pour cette transition. Bienvenue à tous. Déjà, je voulais vous remercier d'être si nombreux pour ce webinaire. C'est vraiment excellent de voir autant de participation. On est vraiment content. Aujourd'hui, avec Justine, on va vous parler de GitHub Copilot tout au long de la présentation. Vous allez voir, on a développé une méthodologie avec laquelle on aimerait que vous repartiez puis que vous puissiez accompagner dans vos entreprises. Mais sans plus attendre, je voulais faire une petite introduction sur GoLogic. GoLogic, c'est quoi? C'est une entreprise de services conseil montréalaise. On a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine et on aide les entreprises dans le développement logiciel, la livraison continue, l'infrastructure cloud et dernièrement, notre petit nouveau, l'intelligence artificielle. Ça fait à peu près 2-3 ans qu'on s'intéresse à ce domaine-là pour l'intégrer au cycle de livraison logicielle parce que c'est de la gestion de changement, c'est de l'automatisation, c'est de l'innovation. Donc, c'était tout naturel de l'intégrer à notre culture d'entreprise. En Shift GoLogic, on est une cinquantaine d'experts DevOps pour vous accompagner. On est à peu près une centaine de secteurs d'activité avec des clients divers et variés. On est 5 cofondateurs, une grande famille et surtout 500 mandats réalisés tout au long de notre expérience. On accompagne les entreprises avec 3 volets stratégiques. Notre fameux bilan DevOps qui fait une analyse un peu du cycle de livraison logiciel de son ensemble, à partir du développement jusqu'aux opérations. On a des experts qui peuvent venir vous accompagner sur le terrain dans vos problématiques. Et enfin, on a des formations, des ateliers pratico-pratiques sur lesquels nous travaillons directement dans votre entreprise pour vous former aux meilleures solutions logicielles. Alors, nous sommes aussi partenaires officiels avec GitHub depuis 2 ans. GitHub qui s'est joint à la grande famille de Microsoft. Donc, on travaille vraiment en partenariat proche avec toute l'équipe de GitHub Canada. On peut vous aider sur tout le produit de GitHub et puis on peut aller chercher aussi des subventions ou des fonds pour participer à des projets innovants dans votre entreprise. Mais sans plus attendre,
passons au programme de ce webinaire. Donc, 6 chapitres, 6 parties dans ce webinaire-là. La première partie, c'est l'état du marché. On en est où aujourd'hui avec GitHub Copilot en 2026, son adoption, son impact au niveau des entreprises. La deuxième partie, on va voir les enjeux sur le terrain. Forcément, mettre en place un outil amène des défis. On va vous parler un peu de ce qu'on vit, nous, sur le terrain et comment y faire face. La troisième étape, c'est notre approche stratégique. Donc, on a développé une méthodologie. Vous allez le voir, c'est en 4 étapes, puis vous allez pouvoir l'apprendre et l'appliquer dans votre quotidien, dans vos entreprises. La quatrième, et non la moindre, c'est les retours sur investissement. Comment est-ce qu'on fait pour adopter les meilleures pratiques pour avoir le meilleur retour sur investissement avec des outils comme GitHub Copilot? Le cinquième, des cas concrets, donc des exemples d'agents dans le cycle de développement logiciel. Et enfin, le futur, c'est qu'est-ce qui s'en vient, quelles sont les fonctionnalités qui s'en viennent dans GitHub Copilot pour la prochaine année et les années à venir. Et sans oublier, on aura une période de questions à la fin. Alors, Justine, est-ce que tu veux nous faire un petit état du marché sur GitHub Copilot en 2026? Oui, absolument. Merci, Benjamin. Donc, c'est sûr que GitHub Copilot, c'est probablement celui qu'on entend le plus chez nos clients. C'est avec l'arrivée de l'AI qui a complètement bouleversé comment on écrit du code au quotidien. On voit que GitHub Copilot, en effet, ça a été l'outil le plus mentionné. Ça vient d'un sondage qui a été fait par le Pragmatic Engineer qui fait à chaque année. Puis c'est intéressant, depuis 2 ans, qui a été rajouté une section vraiment sur les outils AI que les développeurs, les opérateurs, en gros, toutes les équipes TI utilisent. Puis on peut voir que GitHub Copilot a été le plus mentionné. Par contre, si on continue puis on regarde plutôt avec la taille de l'entreprise, ben, on voit que plus l'entreprise est grande, plus elle a tendance à utiliser GitHub Copilot comparé à d'autres outils de développement assistés par l'IA. On peut voir les plus petites entreprises, ont plus tendance à aller voir souvent des outils comme Claude Code, Gemini, Cursor. Mais dès qu'une entreprise grandit, ben, on le voit à gauche complètement avec GitHub Copilot, surtout les larges entreprises. Ben, ça, c'est ceux qui vont avoir énormément de GitHub Copilot. Ça, c'est vraiment à cause de comment GitHub Copilot est construit. C'est toujours en tête d'avoir la sécurité, les enjeux vraiment pour les grandes entreprises. On ne va pas se cacher, plus une entreprise grandit, plus il peut y avoir des contraintes de déploiement, des contraintes de sécurité. Et GitHub Copilot est vraiment l'outil de développement AI qui est le mieux outillé pour répondre justement à ses besoins et ses contraintes. Ce que je trouve quand même intéressant avec ce graphique ici, qui vient toujours du même sondage, c'est qu'on regarde les vraiment grandes entreprises, ben, eux, ils utilisent moins GitHub Copilot. Pour ceux qui sont curieux, ben, ça vient du fait qu'une fois que tu deviens tellement grand, tel un Meta, ils vont commencer à construire leur propre solution puis l'avoir intégrée. Mais quand on est une grande entreprise qui n'est pas nécessairement en développement logiciel, ben là, ça vaut vraiment la peine d'aller utiliser GitHub Copilot. Donc, tout au long du talk aujourd'hui, dans notre webinaire, on va parler de GitHub Copilot, mais sachez qu'il y a beaucoup des défis qui vont quand même être similaires pour l'intégration de d'autres outils. Nous, on va surtout parler de GitHub Copilot parce que c'est ça que nos clients utilisent surtout. C'est vraiment un outil qui a été testé pour les grandes entreprises. Donc, ça va être vraiment ça notre focus pour aujourd'hui. Donc, c'est bien beau de voir que c'est un outil vraiment utilisé, mais pourquoi est-ce que le monde utilise cet outil-là? Bien, c'est parce qu'il y a quand même vraiment un impact en général. Nous, ça, c'est des stats qu'on est allé chercher de nos clients à nous. Il y avait justement un développeur senior qui disait qu'il pouvait rédiger des tests unitaires beaucoup plus rapidement et de la documentation technique. Sinon, il y avait une conceptrice aussi qui parlait là, que ça prenait 5 fois plus vite pour faire une analyse puis obtenir une vue rapide des intégrations entre les programmes et les jobs. Et sinon, un conseiller en architecture qui disait que ça prenait 30 minutes de moins pour écrire les user stories grâce à l'IA. Donc, vraiment, qui venait aider un peu ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Donc, vous voyez, l'impact mesurable, ce n'est pas toujours en minutes. Parfois, ça va être plus on va être 5 fois plus vite ou 66% plus productif. Donc, il faut vraiment voir que l'impact n'est pas toujours mesurable avec les mêmes indicateurs, mais ça se voit vraiment pour tous les différents types aussi de jobs dans les TI, qu'il y a définitivement un impact qui sent dès la première intégration. Excellent. Ben justement, avec un impact comme ça, il faut mettre l'outil de manière à l'accompagner les personnes. Puis on se rend compte qu'il y a des enjeux sur le terrain, il y a des défis auxquels font face les gestionnaires TI pour mettre en place l'outil. Et Justine, est-ce que tu veux nous parler un peu des 3 plus grands défis qu'on a rencontrés chez nos clients?
Absolument. Alors, nous, vraiment, les trois grosses familles de types d'enjeux qu'on a, ça serait une adoption variable. Donc, ça, c'est vraiment avoir des experts parfois qui vont déjà avoir le week-end, ils aiment ça, expérimenter déjà avec l'IA, ils sont très à l'aise, mais pas nécessairement que les autres vont avoir eu la chance ou le privilège de pouvoir jouer avec des jeux d'IA. Donc, une fois qu'on vient intégrer un outil, ça se peut que ça soit super intuitif pour une des gangs dans l'équipe TI, mais pas nécessairement tout le monde va être super à l'aise dès la première utilisation. Le deuxième enjeu qu'on va voir, qui est quand même un peu relié, c'est qu'il va parfois y avoir une résistance au changement. Ça peut être quand même assez difficile d'aller bouleverser comment est-ce que les gens font leur développement. Donc, si en plus de ça, il faut leur introduire un nouveau IDE pour que ça puisse se connecter à l'IA et tout ça, mais il peut avoir une certaine résistance. Puis le monde qui préfère rester où est-ce qu'ils savent que ça fonctionne, ils connaissent leur méthodologie, ils aiment comment ils travaillent. Donc, il va y avoir une petite résistance parfois dans certaines équipes ou certaines personnes. Et sinon, plus à haut niveau, une absence de cadre de gouvernance. C'est sûr qu'une fois qu'on dit qu'on veut ajouter de l'AI pour être plus productif, les gestionnaires vont parfois avoir une difficulté à mesurer puis à encadrer l'utilisation de l'AI pour vraiment être capable de comprendre comment l'outil AI est utilisé à l'intérieur de son entreprise pour justement pouvoir venir aider les bons groupes ou pouvoir justement trouver peut-être des personnes qui pourraient aider les autres aussi, qui ont un peu de la misère à intégrer l'outil. Excellent. Alors, pour faire face à ces défis, c'est là qu'on met en place une approche stratégique dans le fond, parce qu'on veut être sûr de tirer le plein potentiel, d'adopter l'outil correctement et aussi de le faire évoluer pour tout l'ensemble de l'entreprise. Donc, les prochaines slides, c'est vraiment une recette qu'il faut que vous preniez en compte pour que vous puissiez la réutiliser dans vos entreprises. Alors, allons-y, Justine, on y va. Donc, la première phase, c'est l'évaluation. Comme tout bon problème, avant de se lancer dedans puis de commencer à travailler sur une solution, il faut prendre un pas de recul, puis il faut décider un peu, regarder c'est quoi qui se passe. C'est un peu comme ça ne sert à rien d'aller cuisiner si tu n'as pas encore ouvert ton frigo. Donc, le but, c'est de prendre un premier 2 semaines pour évaluer, vraiment identifier les opportunités stratégiques puis les enjeux sur le terrain. Par la suite, on va passer à une phase plus de fondation. Donc là, c'est là qu'on voit qu'on peut commencer aussi à toucher plus de gens dans l'industrie, vraiment aller définir les leviers de succès, vraiment passer un bon mois à mettre la base sur le terrain, commencer à initier les différents groupes. Par la suite, on va aller à l'adoption, qui est un peu plus long, 3 mois. C'est là qu'on va venir plus standardiser les pratiques d'utilisation de GitHub Copilot ou d'un outil AI. Ça vient venir aussi accélérer. C'est là qu'on voit aussi le début des comités de pratique, vraiment des canaux d'information qui sont pratiques pour tout le monde. Donc, on commence à rejoindre encore plus de monde. Et finalement, on finit avec vraiment de l'industrialisation, d'où le titre de ce webinaire aujourd'hui, où est-ce qu'on vient maximiser le ROI, le retour sur investissement à l'échelle. Là, on parle de vraiment avoir de la gouvernance, de l'encadrement, des initiatives à l'intérieur de toute l'entreprise au complet. C'est là qu'on voit tous nos petits bonhommes qui sont bien heureux avec leurs ordinateurs remplis de GitHub Copilot. Donc, je les ai passés un peu vite, vous en faites pas, on va y aller un par un aussi, plus en détail. L'idée ici, c'est une recette que nous, on trouve qui a bien fonctionné. On l'a fait plusieurs fois chez des clients. C'est vraiment une méthodologie qu'on trouve qui a été éprouvée, qui a été testée, qui fonctionne bien. Donc, on vous la présente aujourd'hui pour que vous-même, vous pouvez commencer à penser comment vous intégreriez un outil comme GitHub Copilot ou même vous comparer pour voir vous êtes rendu à quelle phase. Est-ce que vous êtes à évaluation? Êtes-vous plus rendu à l'adoption? Donc, on va vous dire ce qu'on fait dans les différentes phases, puis on va pouvoir aussi vous donner un exemple par la suite, vous n'en faites pas, de quoi ça a l'air exactement qu'on dit qu'on évalue, qu'on fait la fondation, adoption, industrialisation. Donc, pour l'évaluation, la première phase, comme j'expliquais, le but, là, c'est d'identifier les opportunités stratégiques. Donc, ce qu'on veut dire par ça, là, c'est aussi d'aller voir c'est où qu'il y a des enjeux, c'est où qu'il y a peut-être des goulots d'étranglement dans votre SDLC, Software Development Lifecycle. Donc, comment qu'on va faire pour aller évaluer ça, dans le fond, c'est qu'on va aller regarder le niveau d'ouverture de vos équipes à utiliser l'IA, mais aussi le niveau d'aisance à l'utiliser.
Donc, c'est sûr que ces deux caractéristiques sont souvent reliées. Ceux qui ne sont pas ouverts vont souvent ne pas être à l'aise avec un outil, mais parfois, ça peut être aussi un problème d'aisance qui est plus un problème d'intégration que si on parle de développeurs COBOL, que oui, c'est bien beau d'avoir GitHub Copilot dans un repo à la fois, mais qu'ils ont besoin de connecter leur code à du mainframe, bien là, c'est sûr que c'est un problème d'intégration et pas nécessairement juste de culture. Donc, c'est le genre de truc qu'on va aller essayer de découvrir à la première phase. Sinon, on va aller voir aussi c'est quoi les outils d'IA qui sont déjà utilisés. Parfois, des compagnies ont déjà commencé avec GitHub Copilot. Parfois, il y en a d'autres qui utilisent des licences AI dans d'autres de leurs produits, outils qu'ils ont déjà intégrés dans leur workflow. On va aller voir c'est quoi les problèmes rencontrés au quotidien. Parfois, ce que j'aime dire aux clients, c'est montre-moi sur ton SDLC où est-ce que tu as mal. Donc, Software Development Lifecycle, qui peut inclure la conception, le développement de code, plus l'opération, le déploiement, le monitoring, toutes ces phases-là. Bien, GitHub Copilot peut venir aider là-dedans. Donc, c'est d'aller voir, OK, c'est où tes problèmes. Ensuite, on va parler de solutions. Et finalement, c'est sûr qu'on veut aller voir aussi s'il y a déjà des ressources internes actuelles. Les gens aiment ça propager quand ils ont des bonnes idées, quand ils ont une bonne expérience avec un outil, que ce soit GitHub Copilot ou un autre. Donc, il ne faut pas du tout enlever ces canaux-là. Nous, on vient justement plus venir les amplifier. Donc, on va aller voir peut-être qu'ils ont déjà des ressources de prompts, des façons de se partager des prompts. Parfois, ça se peut qu'ils ont même déjà des canaux de communication qui sont déjà réservés pour se parler justement de comment ils utilisent un outil AI. Donc, le but, c'est d'aller faire vraiment une cartographie de ce qui se passe dans l'entreprise, vu vraiment leur niveau de maturité dans l'IA tout au long du cycle de livraison logicielle. Une fois qu'on a fait cette cartographie des cas d'usage, on aime beaucoup ça, pouvoir les mettre plus en priorité pour être capable de vraiment se donner une idée d'une feuille de route de à quel point ça serait un travail demandant pour l'intégrer. Donc, il y a la matrice de priorisation de Gartner qu'on aime beaucoup pour cette phase-ci dans l'évaluation parce que ça nous permet rapidement de voir quel genre de projet on devrait prioriser. Dans le fond, c'est sur 2 axes. C'est assez simple. Ça va être plus sur l'effort. Donc, ça, c'est l'axe du bas ici à l'horizontale. Et sinon, au vertical, c'est l'impact. Une fois que tu mets cette initiative, c'est quoi l'impact que tu t'attends à avoir? On peut penser plus dans notre vie, dans notre quotidien, si on parlait de faire la vaisselle, ça serait plus quelque chose qui serait, oui, à bas effort, mais aussi à bas impact. C'est pas tant difficile de faire la vaisselle, ça a quand même un impact. Oui, c'est le fun d'avoir une cuisine propre, mais c'est pas nécessairement ce qui va augmenter la valeur de notre maison. Par contre, si on parle de refaire notre cuisine, là, c'est évidemment un projet majeur. L'effort est énormément plus grand, le coût aussi, mais l'impact va être vraiment plus grand, on peut vraiment voir. Donc, d'être capable de cartographier, vraiment de mettre un label sur une initiative, une solution, ça nous aide vraiment à comprendre, OK, est-ce que c'est le bon moment de faire cette initiative-là? Parce que le pire des cas, ça serait de commencer quelque chose puis de devoir arrêter à mi-chemin parce que tu n'as pas eu le momentum ou tu n'as pas eu l'effort. Fait que pour donner des exemples d'initiatives qu'on pourrait voir plus dans le monde des TI, parce que c'est bien beau parler de vaisselle et de cuisine, mais on est ici pour parler d'équipe TI. Si on parlait plus de à portée de main, ce genre d'initiative, ça pourrait être à la base peut-être faire des formations ou avoir des office hours, vraiment quelque chose pour intégrer l'IA, oui, à un effort minime, mais aussi qui améliore légèrement l'adoption petit à petit. Si on regarde plus à des gains rapides, ça pourrait être des intégrations qui comme roulent dans le background, mais qui nous aident vraiment rapidement. Je pourrais penser justement des résumés automatiques de stand-up qui envoient un résumé à un gestionnaire. Ça peut être super pratique. C'est pas tant d'efforts à intégrer, à mettre sur nos systèmes, mais ça a énormément d'impact d'être capable de faire un gros résumé de beaucoup d'informations. Si on regarde plus à des projets majeurs, donc en haut à droite, là, c'est sûr que ça va être un fort effort, un fort impact. On pourrait penser à des migrations. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont eu le plaisir de faire des migrations, peut-être de GitLab à GitHub, justement, ou peut-être de passer de .NET 8 à .NET 10. C'est des énormes gros projets qui peuvent prendre parfois plusieurs mois, en fait tout le temps plusieurs mois, mais qui ont quand même un impact important. Une fois que tu l'as fini, là, tu te sens bien, justement, tu as regardé ta cuisine toute nouvelle, toute propre, puis ça fait vraiment du bien.
Puis si on regarde l'opérationnel, ben c'est sûr que c'est pas le nom le plus sexy. Parfois, on l'appelle hygiène aussi. C'est des trucs qui ont de l'effort quand même élevé, mais que ça vaut vraiment la peine de le faire. Mais c'est juste que les retours vont peut-être être moins immédiats, puis ils vont être plus au compte-gouttes. On peut penser justement peut-être à la réorganisation ou à la modernisation de la documentation. Même si c'est un gros investissement en ressources, c'est pas le lendemain que tu vas être comme wow, quel travail qui a fait qu'on est plus productif à 120%, mais c'est quelque chose qui va continuer à donner au fur et à mesure qu'on utilise la documentation. C'est un souvent c'est quelque chose qui va faire qu'il ne va plus avoir une dette technique qui va s'accumuler. Donc, ça fait du bien vraiment pour justement de faire cette hygiène-là. Excellent. Merci. Merci, Justine, pour cette phase-là. C'est très important de bien évaluer au départ l'adoption de l'outil et de voir un peu les différents endroits où l'outil est le mieux placé. Après, les fondations, c'est vraiment de définir les leviers de succès. Ça, c'est là une des phases les plus importantes. C'est vraiment de mettre en base toutes les leviers de succès. Donc, on va commencer par former les champions. Les champions, c'est vraiment les gens les plus influents dans votre entreprise. Il faut les former sur GitHub Copilot, les meilleures pratiques, les outils, comment ça fonctionne, les intégrations, la sécurité, à travers des ateliers pratiques. Donc, prendre des cas d'utilisation, par exemple, migrer de .NET 8 à .NET 10, comme le disait Justine, on prend une journée, on réserve une journée, on prend tous les champions et tous les champions doivent s'essayer à le faire et sortir après les meilleures pratiques. Les champions, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être influents dans votre entreprise et vont permettre de développer les différentes équipes de développement. Ensuite, la deuxième étape, et non la moindre, c'est de former toutes les équipes de gestion. Les équipes de gestion sont moins souvent attitrées à des enjeux techniques comme GitHub Copilot, mais en leur démontrant les possibilités d'utiliser les fonctionnalités de GitHub Copilot, on se rend compte qu'ils deviennent des influenceurs et qui peuvent permettre à leurs développeurs de monter en compétence aussi sur ces outils-là. Donc, très important. Et ils vont être aussi au courant des retours sur investissement, des potentiels de productivité possibles avec ces outils-là. Le troisième point, c'est tout ce qui concerne les prompts. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de rassembler les prompts sous une forme de bibliothèque, de catalogue, de registre. Donc, toutes les initiatives qui ont été parties dans plusieurs équipes, on vient chercher, dans le fond, toutes les perles et les rassembler dans une bibliothèque réutilisable, qui va forcément évoluer par la suite, mais au moins, on commence à les rassembler et on l'officialise au niveau de toutes les équipes. Et la dernière, et non la moindre, c'est de mesurer puis d'encourager l'adoption des pratiques. Donc, c'est vraiment d'aller chercher les métriques qui viennent de l'outil. Il y a beaucoup de métriques qui viennent de cet outil-là, de GitHub Copilot. Justine va en parler par la suite. Dans le fond, la première étape, c'est de mettre un baseline. C'est combien de personnes utilisent ma licence Copilot, qui sont les personnes qui l'utilisent au quotidien et qui sont les gens qui l'utilisent vraiment beaucoup plus et qui profitent encore plus de l'outil. Donc ça va nous permettre de faire une baseline et d'évaluer au fur et à mesure des phases comment l'adoption s'effectue. Donc, la phrase, c'est vraiment l'AI commence à devenir structurée, organisée, et c'est plus des initiatives isolées dans chacune des équipes. On commence à cadrer la pratique. Donc, pour la troisième phase, qui est celle d'adoption, c'est là qu'on vient prendre tout ce dont Benjamin vient de parler, mais qu'on vient vraiment y aller d'un autre niveau, qu'on vient accélérer et standardiser les pratiques. Donc, c'est bien beau d'avoir formé les champions, mais une fois qu'on voit que l'initiative a bien été reçue, que ça commence à parler, tout ça, de toute façon, vous allez le voir, là, une fois qu'il y en a qui ont entendu que certaines personnes ont été choisies pour des formations GitHub Copilot, ça va se parler puis il va y avoir des jaloux. Donc, vraiment, l'ensemble des équipes TI vont vouloir être formées sur l'outil. Ce qu'on fait, c'est donc on fait ces formations vraiment pour tout le monde, mais on va aussi en même temps continuer à former les champions, ceux qui avaient déjà reçu une formation plus de base sur GitHub Copilot. Ce qu'on va faire maintenant, c'est les introduire à vraiment l'agentique, donc le gros buzzword de 2025 et encore 2026, qui est vraiment l'agentique avec les agents IA qui vont, dans le fond, être intégrés dans GitHub Copilot. On vient les former dans ce qu'on appelle une formation avancée, où est-ce qu'on pousse vraiment les limites de ce qu'on pensait qu'un produit pouvait faire juste dans notre IDE. Là, on va vraiment voir les agents qui travaillent de façon quasi autonome.
En parlant de ces agents-là, on va aussi, dans cette phase-ci, aller mettre en place un lab d'agents IA. Donc ça, c'est pas toutes les entreprises nécessairement qui vont avoir la chance de faire ça. C'est souvent plus les grandes entreprises qui vont avoir le budget ou au moins le bandwidth pour prendre 3, 4, parfois ça peut aller même jusqu'à 10 personnes pour se faire un lab exploratoire d'initiatives d'AI. Donc, des agents AI, c'est bien beau, c'est bien le fun, tout le monde en parle comme si c'était une baguette magique, mais il y a vraiment des use cases pour lesquels ça fonctionne mieux que d'autres. Puis, il va y avoir des use cases aussi qui ont besoin d'être plus, on va avoir besoin de plus modeler ou vraiment faire de la standardisation pour les agents IA, s'assurer qu'ils sont bien intégrés à travers les systèmes. Donc, avoir un lab qui est capable d'expérimenter comment est-ce qu'on pourrait avoir des agents qui viennent encore plus amplifier, dans le fond, le développement de logiciels. Une fois qu'on a fait ce lab-là, ben, ça vaut la peine de continuer le momentum vraiment, puis d'avoir des comités de pratique. Donc, ça peut être des rencontres à chaque 2 semaines, à chaque mois, peu importe vraiment le flow du groupe. Mais ce qu'on veut, c'est d'avoir un canal pour que tout le monde puisse discuter peut-être des problèmes même qu'ils ont eu avec GitHub Copilot ou des bons cas, des cas gagnants. Ce qu'on trouve, c'est que dans cette phase-ci d'adoption, c'est là que tu vas avoir parfois des personnes qui vont avoir essayé l'outil pour la première fois, qui ne sont pas nécessairement super aisées avec comment ça fonctionne et qui vont avoir des résultats parfois médiocres ou même qui ne sont pas très satisfaits avec ça. Donc, le pire des cas, ce que tu voudrais jamais faire, c'est juste les abandonner. Puis, parce que ce que ça fait, c'est que tu viens de créer une pomme pourrite. Une pomme là, qui se dit, arc, ça marche pas, l'IA pour moi, je suis bien mieux sans, et qui va, dans le fond, vraiment ne pas vouloir utiliser l'outil. C'est beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un qui avait déjà un sentiment plus neutre face à un outil qui doit être intégré, puis de le rendre positif face à cet outil, que de prendre quelqu'un qui a un sentiment négatif, même qui est super résistant, à l'amener à neutre ou même positif. Donc, ce qu'on veut avec les comités de pratique, c'est de s'assurer d'aller vraiment gérer la résistance au changement, d'aller attraper ces pommes pourrites le plus tôt possible. Puis vous allez voir que souvent, là, la résistance au changement, ça ne vient pas nécessairement non plus du fait qu'ils sont pas bons avec l'outil ou ils ne comprennent pas. Ça peut venir parfois d'une intégration aussi avec d'autres trucs qu'ils ont besoin. Je donne un exemple que si tu as besoin d'écrire du code, mais que c'est vraiment du code qui est relié à de la documentation interne, donc la documentation pour laquelle les agents AI de GitHub Copilot n'ont pas été trainés parce qu'ils n'avaient tout simplement pas accès à l'information. Bien, c'est sûr que l'agent GitHub Copilot ne va pas être capable de coder à quoi on s'attend. Il n'a jamais vu la librairie. Donc, d'être capable de vraiment l'intégrer avec les ressources dont il a besoin, c'est là qu'on va avoir un résultat meilleur. Donc, si on n'est pas capable d'attraper quelqu'un qui dit justement, ah, moi, GitHub Copilot, ça ne marche pas, ça a écrit plein d'hallucinations quand je demande d'écrire du code pour telle librairie, ben, c'est là qu'il faut aller l'aider puis dire, ah ben oui, c'est à cause de ça, tiens, on va trouver des façons de donner la documentation à l'agent AI, puis vraiment s'assurer là, que l'IA devient donc une extension naturelle pour chacun des développeurs, même ceux qui ont peut-être une tâche de travail un peu plus complexe que d'autres. Excellent. Et on passe à la dernière phase, et non la moindre, l'industrialisation. Donc là, vraiment, moi, c'est ma phase préférée, mais qui est aussi la plus complexe, c'est de l'établir sur toutes les lignes d'affaires, tous vos secteurs d'activité, donc d'aller maximiser, dans le fond, le retour sur investissement à l'échelle de l'entreprise. Comme Justine le disait, vous avez parti un lab avec des agents, ben là, dans le fond, c'est d'augmenter les capacités de ces agents-là et d'aller augmenter les capacités des équipes de livraison pour livrer encore plus vite. Donc, d'aller installer les agents, de les monitorer, de les surveiller, de les implémenter de manière efficace sur toutes vos lignes d'affaires. Ça, c'est vraiment important. Le deuxième point, c'est d'optimiser les stratégies pour garantir un retour sur investissement. Donc là, c'est vraiment d'aller implémenter la même méthodologie dans chaque secteur d'activité, de vérifier dans le fond tous les cas d'usage pour s'assurer que tous les cas d'usage sont pris en compte. Donc, on parlait de migration, on parlait de tests unitaires, on parlait de sécurité. Toutes ces stratégies-là, dans le fond, il faut les implémenter les unes après les autres dans chaque secteur d'activité avec la même méthodologie avec GitHub Copilot.
Le troisième point, et non le moindre, c'est mesurer les bons indicateurs de performance. Donc là, on vérifie constamment, est-ce que nos gens continuent d'adopter l'outil? Est-ce qu'ils sont toujours engagés? Est-ce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée? Est-ce qu'elle est bien intégrée à toute mon équipe? Donc c'est vraiment d'utiliser les communautés de pratique et les champions. Donc les champions vont venir voir quelles sont les dernières nouveautés, vont venir à la communauté de pratique les expliquer. Petit à petit, les équipes vont les prendre en considération, vont les mettre dans leur pratique et on va voir que les indicateurs de performance vont monter au fur et à mesure. Puis là, on peut même regarder des indicateurs de performance plus larges. Est-ce que mes livraisons s'accélèrent? Est-ce que la qualité en production est meilleure? Est-ce que je peux déployer plus fréquemment grâce à mon AI? Fait que c'est là qu'on voit les gains de productivité. On ne peut pas les voir avant parce que c'est que des étapes petit à petit, mais c'est vraiment quand on développe dans les secteurs d'activité, les secteurs d'affaires, qu'on voit les gains de productivité de l'outil. Et enfin, le dernier, un des plus complexes, c'est d'adapter la gouvernance pour rester un champion de GitHub. Donc, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui sortent constamment avec l'intelligence artificielle. La sécurité demeure un enjeu clé. Donc, si on met un cadre de gouvernance autour de la sécurité et qu'on s'assure qu'une nouvelle fonctionnalité arrive et qu'elle est industrialisée au niveau de l'entreprise, est-ce que mon cadre de sécurité la gère? Est-ce que mes gens de sécurité ont tout validé? Est-ce que j'ai une initiative qui part sur le côté? Il faut que je la ramène dans mon cadre de gouvernance. Fait que c'est vraiment important. La sécurité, les données, s'assurer que votre politique d'entreprise a tout pris en charge au niveau de GitHub Copilot et de ses fonctionnalités. Donc, vraiment demeurer un champion GitHub, c'est vraiment efficace pour gagner en productivité pour toute votre entreprise. Donc là, la petite phrase de la fin, le message clé, on passe d'un gadget productif à un levier de croissance stratégique, fait que vraiment important de bien travailler ces 4 phases-là. Justine, je te laisse l'exemple concret. Oui, absolument. Merci beaucoup, Benjamin. Donc, on va aller voir maintenant avec un exemple. C'est sûr que nous, on a eu la chance d'aider dans une gestion de changement, dans une campagne de changement pour plusieurs entreprises au Québec. Ce qu'on voulait faire, c'est peut-être vous montrer, peut-être avec un exemple concret qu'on a imaginé d'une entreprise. Qu'est-ce qu'on verrait dans la phase d'évaluation? C'est quoi les symptômes qu'on voit? Puis comment est-ce qu'on attaquerait ces symptômes-là en particulier? C'est sûr que là, on a choisi vraiment un seul type de symptômes, mais vous pouvez imaginer que au moins ça va pouvoir vous donner une idée là, de comment est-ce qu'on fait pour vraiment mettre cette méthodologie-là en pratique. Donc, si on disait que dans la phase d'évaluation, ce qu'on a vu, c'est que dans l'entreprise, il y avait déjà plusieurs prompts pour GitHub Copilot, mais qu'ils n'étaient pas toujours de la même qualité. Donc, il y en avait des meilleurs, il y en avait des moins bons. Puis là, justement, ce que ça voulait dire, c'est que les résultats étaient donc très variables. Ça voudrait dire que, justement, il y en a qui utilisaient GitHub Copilot avec un certain prompt puis qui ne réussissaient pas vraiment à faire la tâche qu'ils essayaient de faire avec GitHub Copilot, mais d'autres qui arrivaient dès le premier coup. Ce qu'on pourrait voir aussi, c'est des MCP, c'était parfois utilisé, mais avec certains risques potentiels ou juste mal utilisés. Des MCP, dans le fond, c'est ce qu'on appelle Model Context Protocol. C'est une façon pour que GitHub Copilot puisse interagir avec d'autres outils. Je parlais tout à l'heure de faire des intégrations avec justement votre documentation, peut-être sur Confluence, peut-être sur SharePoint. Donc, ça serait le genre d'intégration vraiment qu'on parlerait. Pour l'instant, là, les MCP, vous pouvez juste vous dire que c'est un outil qui nous permet d'intégrer, dans le fond, GitHub Copilot avec d'autres fonctionnalités, que ça soit vraiment d'interagir avec un outil ou même juste de lire quelque chose. On peut penser à de la documentation, comme je l'ai dit, ou même peut-être parfois ça va être avec votre monitoring, votre Datadog, votre Jira, plein d'exemples d'outils. Donc, je reviens à mon exemple concret ici. Si on parle donc ce qu'on aurait vu, ça serait les gens ont commencé à utiliser les MCP. C'est une nouvelle technologie, ça a environ 1 an seulement d'existence. Donc, c'est encore vraiment excitant pour tout le monde. Mais qui dit intégration avec outils dit que ça se peut que ça soit mal intégré ou même pas sécuritaire. Donc, disons que c'est ça qu'on a vu. Puis dans l'évaluation, bien aussi, on ferait évidemment un inventaire de cas d'usage, aller voir bien, c'est quoi qu'ils utilisent des prompts pour. Déjà, c'est quoi la tâche qu'ils essayaient de faire avec leur MCP, commencer à faire cet inventaire de cas d'usage.
Donc, par la suite, là, on rentrerait plus dans la fondation. Donc, la première étape que je suis sûre que la plupart vous avez déjà deviné, bien, ça serait de venir faire une standardisation des prompts. Donc, d'aller voir c'est quoi les prompts qui ont fonctionné, trouver justement comment est-ce qu'on pourrait les standardiser, les mettre vraiment tout à la même saveur de l'entreprise. Ce qui veut dire aussi qu'on va les standardiser, c'est de trouver une façon de faire une bibliothèque de prompts partagés. Ce qu'on ne veut pas qu'il arrive, c'est que plusieurs groupes séparés travaillent sur le même problème, mais de façon vraiment silo-isolée. On veut voir, dans le fond, que si une équipe trouve un bon prompt pour faire une certaine migration ou peut-être pour faire des tests unitaires, bien, on veut que les autres groupes utilisent le même prompt parce que c'est un prompt qui a déjà été testé. C'est là aussi dans la fondation, bien, sans surprise, qu'on va faire une formation des équipes, justement pour aider ceux qui avaient utilisé des prompts qui n'avaient pas super bien fonctionné. Une fois qu'on a fait ça, on passe en mode adoption. C'est là qu'on va introduire le concept de prompt dynamique. Donc ça, l'idée, c'est d'avoir une équipe qui s'occupe de faire des prompts qui peuvent aller chercher d'autres prompts. C'est un peu méta là, comme concept, mais l'idée, c'est qu'on ne veut pas que ça soit que quand tu as une bibliothèque de prompts énorme, que le monde se perde 1 heure à aller chercher leur prompt, parce que sinon, tu retrouves un nouveau problème de productivité. Tu aurais pu faire la tâche en 1 heure. Fait que si ça te prend 1 heure de trouver le prompt, ben, tu n'as pas de temps à être plus vite finalement. Donc, ce qu'on veut, c'est un prompt qui peut t'aider à aller chercher le bon prompt. Donc, c'est ce qu'on appelle des prompts dynamiques. C'est là aussi qu'on va pouvoir aller voir plus des agents qui vont être là pour faire des orchestrations ou d'installations d'environnement. Ça peut justement aider à aller chercher les MCP qui ont déjà été approuvés par l'entreprise. Ça peut être justement là qu'on va aller régler le problème d'avoir des MCP qui étaient non conformes ou peut-être qui étaient intégrés de façon non sécuritaire. On ne voudrait pas qu'un MCP envoie dans le fond un token non encrypté. Donc, c'est là qu'on vient s'assurer que si on a un agent pour aider à faire cette orchestration-là, on sait que le MCP va être installé de façon sécuritaire et donc aucune donnée sensible sortirait de l'environnement du client. Et finalement, pour l'industrialisation, la phase préférée de Benjamin, c'est d'aller trouver une plateforme commune pour les agents, pour les prompts, pour les MCP. Dans la phase d'adoption, c'était plus des setups un peu séparés, dans le fond, qui c'est plus en isolé. Là, c'est d'aller voir une plateforme où est-ce que tout peut être configuré en même temps pour un gestionnaire ou pour un lead technique sur GitHub Copilot. C'est là aussi qu'on va aller voir plus des impacts mesurables. Donc, Benjamin, on a fait référence avec les KPI, les Key Productive Indicators. Donc, c'est là Performance Indicators, pardon. C'est là qu'on va aller mesurer justement comment est-ce que GitHub Copilot a été mis. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir des métriques qui vont nous donner une bonne vision de s'il y a vraiment un impact positif ou non. C'est là qu'on peut aller voir certains exemples. Ça serait ligne de code générée par GitHub Copilot. C'est comme le premier KPI auquel on pense souvent. C'est sûr que ça, c'en est un bon, mais parfois, ceux qui vont être plus utiles à aller voir, c'est qui a utilisé le mode agent dans leur IDE. Là, ça montre que, OK, ces personnes-là ont été un peu plus, ils sont prêts à passer au prochain niveau. C'est là aussi qu'on peut trouver justement des personnes là, grâce à ces KPI qui seraient prêts à avoir une formation peut-être un peu plus avancée ou faire partie du Lab AI qu'on a créé dans la phase d'avant. C'est là aussi qu'on va aller mesurer vraiment le retour sur l'investissement. Donc, c'est bien beau de dire, OK, on a plus de lignes de code, mais est-ce qu'on a juste plus de dettes techniques? Donc, est-ce qu'on a juste plus de code à aller vérifier qui fonctionne bien? C'est là qu'il faut vraiment s'assurer d'utiliser toutes les autres métriques qu'on utilise déjà. Est-ce qu'on a moins de bugs en production? Combien de temps ça nous prend à sortir un nouveau feature? Ce genre de métriques là, qui sont super importantes pour une entreprise pour mesurer leur vélocité. Il faut faire des comparaisons donc avec les métriques qu'on a de GitHub Copilot pour aller vraiment avoir une idée de à quel point est-ce qu'il y a un retour sur notre investissement des licences GitHub Copilot. Excellent. Donc, tu me fais la passation justement sur le retour sur investissement et donc valider la maturité des organisations. Fait que ça, c'est un petit paragraphe sur ce qu'on constate sur le terrain, dans le fond, avec l'adoption de l'outil depuis 2-3 ans. Donc, en ayant fait notre méthodologie sur plusieurs clients, là, on a pris un exemple avec à peu près 400 développeurs sur une période d'1 an. Donc, si on commence avec démarrer des formations, former les gestionnaires, former sur les agents AI, créer un lab, et puis créer une communauté de pratique,
on se rend compte que l'impact, dans le fond, c'est d'augmenter la proportion de gens qui utilisent l'outil quotidiennement. Fait que c'est vraiment la base, c'est est-ce que tous vos développeurs l'utilisent de manière quotidienne de la meilleure façon possible. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter l'engagement. Donc, l'engagement, c'est quoi? C'est une des métriques de Copilot. C'est vraiment l'objectif de dire j'utilise l'outil à son plus haut potentiel. Donc, GitHub sort la métrique, fait que vous pouvez vous baser là-dessus pour aller la chercher puis valider, vous en êtes tout dans votre taux. Mais vraiment, l'objectif, c'est de voir l'évolution de l'engagement des gens. Puis, avec les statistiques, avec différents sondages dans différents de nos clients, on est allé chercher une métrique assez claire, c'est que pour la proportion globale, un développeur va gagner 30 minutes par jour en gain de temps estimé. C'est vraiment une métrique qu'on est allé chercher, puis que GitHub commence à intégrer aussi dans son discours. C'est vraiment le gain potentiel. Si on regarde ce gain potentiel-là au niveau des entreprises, qu'est-ce que ça fait? Donc, on a pris 3 cas d'usage, 3 types d'entreprises, 50 développeurs, 250 développeurs, puis 500 développeurs. Vous vous reconnaîtrez en fonction de votre type d'entreprise. Mais si on va chercher notre fameux 30 minutes par jour par personne qui utilise GitHub Copilot, avec un salaire moyen de 120 000 par année, en sachant que ce salaire moyen-là, c'est incluant les avantages sociaux, vraiment le salaire global, on peut voir des investissements, des retours sur investissement d'à peu près 350 000 pour une équipe de 50, 1 700 000 pour une équipe de 250 et quasiment 3 millions de retours sur investissement pour une équipe de 500 développeurs. Qu'est-ce que ça permet, ça, dans le fond? C'est de l'argent qui a été gagné en termes de productivité et qui peut être réinvesti sur d'autres initiatives, des migrations, l'acquisition d'un nouvel outil, une nouvelle initiative qu'on veut mettre en place. C'est vraiment ça, dans le fond, vos développeurs et vos personnes qui utilisent Copilot deviennent encore plus productifs et peuvent travailler sur d'autres sphères technologiques sur lesquelles vous n'aviez pas forcément le temps. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir de l'AI et des assistants de code, c'est gagner du temps pour travailler sur autre chose ou amener plus de valeur d'affaires à l'entreprise. Donc, dépendamment de votre entreprise, ça va être variable. Et ce qui est important de situer là, c'est que dépendamment du type d'entreprise, vous ne pourrez pas faire forcément toutes les étapes qu'a expliqué Justine. Ce qui est important, c'est que pour une équipe, pour une PME de 50 développeurs, l'important, c'est de former les gens, former les équipes, former les gestionnaires, comprendre comment ça fonctionne pour mettre en place les meilleures pratiques au niveau de l'entreprise. Pour une entreprise avec 250 développeurs, là, on va pouvoir commencer à mettre en place des agents, créer une bibliothèque de prompt, encore une fois, puis standardiser les cas d'usage. Parce que là, ça commence à devenir commun. Vous êtes plus important, vous travaillez sur différentes initiatives. Certainement que vous avez des cas d'usage communs sur lesquels l'AI peut vous aider. Que vous vous adaptez à votre contexte. Et enfin, la dernière étape, c'est pour les entreprises de 500 développeurs et plus, on refait tout ça, mais en plus, là, on met le lab et on met la communauté de pratique. Qu'on garde tout le monde sur le même baseline, on intéresse tout le monde, on garde une adoption et on se met en posture d'innovation. Vraiment très important. Ce qu'il faut retenir aussi, j'avais une petite note par rapport au retour sur investissement, pas forcément monétaire, mais plus humain au niveau de la gestion du changement puis de la culture organisationnelle. C'est qu'on s'est rendu compte qu'avec l'adoption de GitHub Copilot et d'autres outils autour de l'AI, ça motive les champions. Ça a redonné un gain d'énergie. Ça a vraiment aidé les gens à « OK, je peux en faire encore plus ». C'est vraiment intéressant. On se rend compte qu'il y a une rétention des employés parce que vous allez être un moteur d'innovation avec l'utilisation de GitHub Copilot à son maximum. Ça amène aussi l'adoption de nouvelles technologies plus facilement. Je peux passer à une version plus à jour de mes frameworks. Je peux utiliser un langage que je ne pensais pas utiliser avant parce qu'il fallait que j'apprenne tout sur ce langage-là. Là, Copilot peut m'aider encore plus. Donc, vraiment des nouvelles techno, avoir moins peur, dans le fond, d'adopter une nouvelle technologie. Puis aussi, c'est de tout gérer l'adoption sur un nouvel outil. Cette communauté de pratique, elle vient renforcer les gens qui travaillent ensemble puis autour d'une technologie, autour d'un sujet. Et ça, c'est vraiment rassembleur et c'est vraiment important. Donc, des retours sur investissement qui ne sont pas forcément mesurables monétairement, mais qui sont mesurables au niveau de la productivité et de la satisfaction des gens. Justine, on passe au cas concret? Oui, merci. C'est sûr qu'on a beaucoup parlé de culture, de comment gérer le changement, mais on voulait aussi vous parler un peu de genre de use case d'agent. On parlait de d'agent, d'innovation et tout ça. Donc, on voulait vous montrer un peu de quoi ça avait l'air, de ce qu'on a déjà construit chez des clients. Donc, ce que je voulais vous parler, là, c'est
Je sais que je parle beaucoup de cuisine apparemment aujourd'hui, c'est toujours mon exemple, ça paraît que je fais des rénaux chez moi. Donc, c'est sûr que quand on veut se construire un agent pour répondre à un de nos problèmes dans une entreprise, on va se poser la question, est-ce que je veux quelque chose qui a déjà été préfait ou est-ce que je veux du sur-mesure? Il faut un peu se poser la question parfois aussi, quand on a une cuisine qu'on veut construire ou qu'on a un meuble qu'on veut mettre, si c'est juste une table et des chaises, ça vaut la peine de prendre quelque chose préfabriqué. Mais si on veut vraiment avoir quelque chose qui est construit pour nous, intégré avec comment nous, on imagine notre maison, bien là, ça vaut la peine d'aller chercher du sur-mesure ou peut-être même parfois un mix. Donc, quelques exemples qu'on a déjà construits chez les clients, ça serait des agents d'IA qui sont spécialisés. Nous, ce qu'on recommande vraiment, puis c'est d'aller trouver une problématique la plus précise possible, puis d'assigner cette problématique-là à un agent. Si on pense à un agent qui doit faire des tests unitaires, ben, c'est une problématique quand même assez le fun à les régler. Beaucoup des développeurs le font, les tests unitaires, et écrivent la documentation, mais ce n'est pas toujours leur tâche préférée. Ce n'est pas souvent sur quoi ils se réveillent le matin et se disent « Hey, j'ai tellement hâte d'aller écrire des tests unitaires ». Donc, c'est le fun d'aller un peu régler cette charge cognitive avec des agents qui peuvent s'en occuper. Quand on construit ce genre d'agence, souvent, ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a une intégration qui a besoin d'être faite avec d'autres outils? Ça se peut qu'il y ait du gating qui est fait avec SonarQube ou d'autres outils qui viennent, dans le fond, valider si des tests unitaires sont nécessaires pour un certain bout du code. Donc, ça va être de voir, OK, est-ce que l'agent, j'aimerais ça qu'il roule à tous les jours, à toutes les pull requests? Est-ce que je voudrais que ça soit quelque chose qui est intégré directement dans le IDE du développeur qui peut vraiment voir un human in the loop à chaque génération? Ou c'est quelque chose que je peux laisser rouler un peu plus dans le background puis aller voir à la fin, faire le ménage de ce que ça a généré? C'est le genre de questions qu'on va se poser quand on va construire un agent. Ça va de même aussi pour un agent IA de documentation. Ici, l'idée, c'est de voir, est-ce que je veux un agent qui écrit de la documentation pour moi? Peut-être que j'ai du code legacy que j'aimerais refactor dans un framework plus moderne, mais que je n'ai pas tant une idée de c'est quoi les différentes composantes à l'intérieur de ce code legacy. Je sais juste qu'il marche en ce moment, puis je sais que tel API, c'est l'API que j'utilise pour l'intégration avec d'autres softwares. Donc, avoir un agent IA qui s'intégrait justement à aller lire une page à la fois, un fichier à la fois, voir vraiment être capable de sortir les grosses composantes qui sont dans un code legacy, bien, c'est le genre de tâche qu'un agent IA de documentation pourrait vraiment venir aider. Puis c'est là qu'on voit qu'un agent, ce n'est pas seulement pour générer du code, ça peut être aussi dans la planification. C'est pour ça qu'on parle beaucoup là, du SDLC, du Software Development Lifecycle, avec toutes ces phases, que ce soit la planification, le codage, les testing, après le déploiement, mentoring et toutes les phases. Donc, l'idée, là, c'est d'être capable d'aller toucher différentes phases avec le même software, donc avec, dans ce cas-ci, GitHub Copilot. Si on regarde, justement, je parlais des autres phases du déploiement, d'aller chercher plus les opérations, bien, un agent qui aiderait à standardiser le CI/CD, ça serait quelque chose qui serait vraiment pratique. On parle beaucoup des Golden Workflow, qui serait cette référence, cette template de comment est-ce qu'on fait pour justement faire des pipelines de déploiement. Donc, avoir un IA qui est capable d'être intégré à ces Golden Workflows, qui peut aussi être un agent IA qui évolue pendant que les standards de l'entreprise évoluent. Ça va être super pratique. Justement, si on se décide de rajouter du gating ou de rajouter une étape dans la pipeline de CI/CD, à la place d'aller faire le changement dans chacune des pipelines une à la fois manuellement, bien, ça pourrait être une tâche qu'on pourrait déléguer à un agent IA. On a parlé beaucoup des migrations, mais c'est parce que c'est un use case quand même assez facile à intégrer pour un agent IA, d'aller vraiment voir un repo puis voir, OK, c'est quoi qui aurait besoin d'être changé si je voulais migrer d'une version à l'autre. Aller voir justement, est-ce qu'il va y avoir des breaking changes? Est-ce qu'il y aurait des sections qu'on pourrait faire avant? C'est sûr que là, on parle d'un projet de migration, il faut qu'il y ait un human in the loop parce que c'est quand même des projets souvent de plusieurs semaines, c'est pas des plusieurs mois. Surtout si on parle de migration majeure de version d'un framework. Donc, un agent, peut-être qu'il aurait besoin d'être connecté à de la documentation externe dans ce cas-ci. Externe parce que ça serait la documentation d'un framework en particulier auquel on veut aller migrer. Et sinon, un dernier agent que j'aime énormément, bien là, c'est un agent plus pour la sécurité et pour les normes aussi. Ça peut être les non-functional requirements qu'on va voir parfois. Donc ça va être un agent IA qui va être présent pour venir
faire un peu le nettoyage par la suite, regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans le code, puis voir s'il n'y aurait pas des failles de sécurité ou des normes qu'on pourrait changer. Ça, c'est vraiment un agent qui travaille là, en parallèle, puis qui vient nous poker de temps en temps pour dire « Hey, j'ai trouvé ça, peut-être que ça vaudrait la peine que tu l'encryptes » ou peu importe c'est quoi qu'il trouve. Excellent. Merci, Justine. Alors, rapidement, on va vous expliquer un peu le futur. Dans le fond, quelles sont les prochaines avancées avec GitHub Copilot? Maintenant qu'on a parlé de la méthodologie, des cas concrets, comment adopter l'outil correctement, il y a des choses qui s'en viennent, ça va constamment évoluer. Fait que ça va être important de les prendre en charge puis de les prendre en compte dans vos équipes. Merci. Donc oui, donc il y en aurait 3 qu'on a ciblés, mais comme Benjamin le dit, là, c'est toujours en évolution. Il y aurait le MCP Registry. Donc, justement, pour aider à faire la gouvernance des MCP, GitHub nous offre d'avoir un MCP Registry qui va soit être sur leur cloud, donc sur github.com, ou même une façon de le déployer localement, vraiment d'avoir la gouvernance sur comment on intègre les outils. Sinon, il y a le Agent HQ. Donc, c'est là que je parlais un peu la différence d'avoir un agent qui va travailler avec toi sur ton IDE comparé à un agent qui travaille plus en parallèle sur le cloud, que tu peux aller vérifier de temps en temps son travail. Et sinon, ben, il va y avoir aussi GitHub Copilot SDK, qui est le tout nouveau petit bébé de GitHub Copilot. L'idée, dans le fond, c'est d'intégrer le GitHub CLI directement dans vos workflows, dans vos applications. Donc ça, c'est si vous voulez quelque chose de vraiment custom, ça va être possible d'aller chercher justement ce GitHub Copilot SDK, Software Development Kit. Excellent. Alors, pour vous accompagner, nous, GoLogic, dans le fond, vous avez pu le comprendre, on peut vous accompagner au niveau stratégique sur tous les services de GitHub Copilot. On peut vous aider à monter en place des laboratoires pour mettre en place des agents AI. On peut vous aider à participer à une communauté de pratique. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient chez vous, puis on amène les nouveautés de GitHub, ce qu'on voit dans nos différents contextes, on vous l'amène, on vient animer vraiment la communauté de pratique pour motiver les gens. Et enfin, tout notre catalogue de formation, donc formation de GitHub Copilot de base pour comprendre comment fonctionnent les prompts, comment ça s'adapte à vos contextes, selon les différentes technologies, que vous fassiez du Java, du Python, du .NET. On en a fait de toutes sortes et de toutes les couleurs. C'est vraiment intéressant. La formation agent IA qui est vraiment super intéressante, très avancée quand même, mais vraiment avec beaucoup de potentiel. Et enfin, la dernière, toute la formation GitHub Copilot au niveau des gestionnaires, donc comprendre les retours sur investissement, comment devenir un champion, comment devenir un influenceur au niveau de moi, gestionnaire, comment je fais pour gérer mes équipes. Donc voilà, merci à tous pour ce webinaire. Je pense, Charles-Édouard, on peut passer aux périodes des questions. J'espère que vous avez trouvé ce webinaire intéressant. Excellent, merci beaucoup. Donc, Justine Guérin, responsable ligne d'affaires IA chez GoLogic et Benjamin Lallemand, cofondateur et conseiller stratégique chez GoLogic également. Merci à vous deux. Avant de passer à la période de questions, je vous rappelle, donc il y en a plusieurs qui l'ont demandé là, dans la fenêtre de conversation. Vous aurez effectivement accès à la rediffusion du webinaire, mais aussi à la présentation et à la période de questions. Donc, une fois l'événement terminé, là, vous recevrez un lien pour y accéder. Je vous invite à poser des questions. Il y en a déjà beaucoup dans la liste. On va essayer d'en prendre le plus possible, donc avec nos 2 experts de GoLogic. Premièrement, au niveau de l'approche stratégique, vous avez parlé donc des 4 étapes, l'évaluation, fondation, adoption et industrialisation. Chez vos clients, c'est laquelle des étapes qui amène peut-être le plus de défis, justement, là, quand on est dans cette étape-là de mise en place de GitHub Copilot? Tu veux y aller, Justine, ou j'y vais? Je peux y aller, peut-être vas-y. Compléter si jamais. Sans vouloir répondre à la classique réponse « ça dépend ». C'est sûr que pour une plus grosse entreprise, je te dirais, plus je parle vraiment là, de 250 développeurs et plus, ce qui va prendre plus de temps, ça va être tout ce qui est dans le cadre de gouvernance, tout ce qui est le cadre d'intégration d'outils. Il va y avoir beaucoup d'étapes de sécurité, d'analyse qui vont être faites. Donc, ça vient ralentir un peu là, toute la poutine administrative. C'est sûr que ça rajoute. C'est pour ça qu'on rajoute d'autres trucs sur le côté qu'on peut faire en parallèle, continuer à agrandir vraiment l'intégration de GitHub Copilot. Mais c'est sûr que je dirais plus dans les dernières 2 là, pour les grandes entreprises. Pour les petites entreprises, Benjamin, qu'est-ce que tu dirais? C'est vraiment de s'assurer que tout le monde a bien compris comment fonctionne l'outil et les fonctionnalités clés. Donc, c'est vraiment la phase de formation, s'assurer que tout le monde est bien formé. Ça, c'est vraiment l'étape clé. Oui, je suis d'accord.
Euh, il y a quelques personnes qui ont posé une question assez similaire. On parle de GitHub versus Claude. On demande justement dans les équipes si on a un petit peu de réticence à passer vers GitHub Copilot parce qu'on est habitué avec Claude. Bref, comment vous démêlez ces deux-là, avantages, désavantages là, de ces deux alternatives-là? Oui, c'est sûr qu'il a changé d'environnement. Là. On parlait de Mhm. passer de pas de VS Code à VS Code, mais de passer de Cloud Code à GitHub Copilot, ça peut être différent. Ce que je réponds souvent aux gens quand on donne ce genre de formation puis qu'on reçoit ce genre de questions-là, c'est que ce qui est le fun avec GitHub Copilot, c'est qu'on peut choisir quel modèle on utilise. Donc, les modèles derrière Cloud Code sont disponibles avec GitHub Copilot. Puis, tu sais, c'est sûr que ça change de mois en mois quels modèles sont disponibles ou comment ils ont été intégrés dans GitHub Copilot. Mais moi, le modèle que j'utilise le plus en ce moment, c'est justement un modèle d'Anthropic, donc Claude, dans GitHub Copilot quand je code à tous les jours. Sinon, pour plus avoir un feeling à la Cloud Code, il y a le GitHub Copilot CLI qui est disponible justement pour les entreprises dans toute licence entreprise, qu'on peut utiliser ce format plus terminal, puis d'aller un peu plus vibe coder notre affaire, puis de par la suite aller vérifier ce qu'on a fait dans notre IDE. C'est ce que j'aime faire parfois, c'est avoir vraiment un mix de mon terminal puis de mon IDE quand j'ai besoin de faire quelque chose d'un peu plus gros. Excellent, merci beaucoup. Benjamin, est-ce qu'on ajoute quelque chose sur cette réponse-là? Non, c'est parfait, Justine, c'est l'experte là-dedans. Là. Excellent, merci. On nous demande ici au niveau des règles de gouvernance, de quelle façon donc les règles de gouvernance en IA de l'entreprise vont pouvoir s'intégrer dans l'utilisation de GitHub. Là, comment on s'assure que justement là, qu'il y a une concordance entre ces deux choses-là? J'y vais, Justine? Allez, vas-y. Allez. Dans le fond, c'est comme toute adoption de nouvel outil. C'est vraiment de cadrer la sécurité, les données, s'assurer que chacun des départements qui a en charge une pratique d'architecture logicielle a bien dans son initiative, je dois encadrer ce qui me concerne avec l'AI. Donc, souvent, les gens de cybersécurité, c'est les premiers. Fait que c'est adopter au niveau de la cybersécurité que l'utilisation de GitHub Copilot est bien établie dans l'entreprise. Où est-ce que les connexions externes se font? Où est-ce que les données sont prises en charge? Est-ce que mon code va être partagé à l'extérieur, etc. Fait qu'il faut vraiment que la cybersécurité vienne mettre un cadre d'utilisation autour de l'outil. Ensuite, il y a les données. Les données, c'est vraiment important de savoir que si vous commencez à mettre, comme disait Justine, des MCP ou des choses comme ça, c'est savoir où est-ce que ces outils-là ont accès à quelles données. Fait que ça, c'est vraiment la plus importante. Et puis, en fait, à la fin, c'est vraiment de dire, est-ce que pour les plus grandes entreprises, est-ce que j'ai une équipe plateforme qui vient mettre en place les bonnes façons de faire? Donc, qui vient, dans le fond, reprendre les concepts de cybersécurité, de données et de tout ce qui est environnement logiciel pour pouvoir l'exposer aux gens. Donc, pas que les gens se sentent tout seuls, mais qu'il y ait une documentation, il y a un accompagnement autour de cette pratique-là. Fait que c'est vraiment important de cadrer tout ça dans les différents départements. Justine, on laisse. Non, je trouve ça parfait. Puis ouais, c'est sûr Excellent. qu'on va toujours devoir suivre ce que la sécurité demande. Puis, tu sais, il n'y a pas d'autre choix. Puis, on le sait, là, surtout nous, beaucoup de nos clients vont être dans le milieu financier. Donc, Oui. ça va être très, très strict. Puis, il faut suivre les règles. Ils sont là pour une raison. Ben justement, puis on a le temps pour une dernière question, puis je vais terminer avec ça. Bon, vous l'avez mentionné, justement, là, il y avait un des points qui était, bon, on doit adapter la gouvernance pour rester champion de GitHub, mais il faut être capable donc de suivre là, la croissance, le développement, et l'innovation en lien avec ça. Une des questions qui nous est posée, c'est lorsqu'on parlait de standardisation des prompts, justement, étant donné qu'il y a beaucoup de changements, ça évolue constamment, comment on arrive d'un côté à standardiser certaines choses, mais sans avoir justement à tout revoir, tout changer une fois qu'on a mis en place certaines solutions. Et peut-être de façon plus large, puis je vous laisserai conclure avec ça, qu'est-ce qu'on doit mettre en place justement pour s'assurer qu'on ne perd pas le fil puis qu'on reste à l'avant justement de ce développement technologique-là qui, on le sait, là, va extrêmement rapidement. Je vous laisserai conclure avec ça. Parfait. Je m'y lance, Benjamin, si tu me permets. Vas-y. Parfait. Ce qui est de rester plus comme toujours à l'avant là, des différentes intégrations, ce que je recommanderais, c'est d'avoir une communauté de pratique. Puis c'est dans cette communauté de pratique-là qu'on peut justement donner des petits tips and tricks de comment
migrer un prompt d'une chose à l'autre chose. Je pense que c'est un vraiment bon point. On l'a vu, GitHub Copilot, il y a 2 mois, ont annoncé qu'il n'allait plus avoir les chat modes. Là, je parle un peu de trucs un peu plus poussés dans GitHub Copilot. Vous en faites pas si vous ne connaissez pas nécessairement le terme précis, pour faire place à des fichiers de prompt pour agents. Mais ce que GitHub Copilot a fait, par contre, c'est de donner un script pour pouvoir migrer tous tes prompts de chat modes à des modes agents. Donc, il ne va jamais avoir nécessairement des prompts qui vont être perdus, mais c'est sûr qu'il faut faire ce petit travail d'aller les standardiser. On parlait des prompts dynamiques, c'est là qu'on le voit aussi, d'avoir, si on veut aller peut-être bouger des prompts, puis les merger ensemble, demander à un agent de faire plusieurs tâches, c'est là qu'on va venir standardiser. Souvent, quand je parle de standardisation de prompts, je triche un peu pour rester plus à haut niveau, mais je parle aussi de vraiment standardiser comment les outils sont organisés puis disponibles pour les agents, dans le fond. Fait que quand on parle de réutiliser ce qu'on fait, on le fait quand on code. On veut toujours standardiser puis réutiliser ce qu'on écrit. C'est la même chose pour les agents. Si on veut un agent qui a besoin d'avoir accès à Jira, bien, on peut mettre tous les outils Jira dans un lot d'outils, dans un toolset qu'ils appellent, puis pouvoir réutiliser ça. Donc, c'est surtout là-dedans, mais que même si jamais il y a des changements, là, il y a toujours une façon d'utiliser ce qu'on a déjà fait, puis de toujours avoir une communauté de pratique qui reste vraiment en haut. Il y a des changements là, parfois là, à chaque 5 jours qui vont venir affecter comment on utilise GitHub Copilot. Normalement, ça n'enlève rien. C'est très, très rare. Ou si ça enlève, ça vient remplacer. Mais nous, c'est ça qu'on fait là, dans les communautés de pratique. On regarde toujours les changelogs du dernier mois pour être sûr qu'on n'a rien manqué. Puis parfois, ça va être des bonnes nouvelles, des nouveaux modèles qui sortent, ce genre de trucs. Moi, je rajouterais 2 choses. Se garder toujours un sandbox, donc un endroit sur lequel on peut tester les nouvelles fonctionnalités. Un sandbox tempé par la sécurité, c'est sûr, mais quand même un endroit où les nouvelles features peuvent être testées, genre de bêta. Dans les grandes entreprises, souvent, ça manque. C'est vraiment important pour pouvoir valider, OK, est-ce que cette nouvelle fonctionnalité-là, ça vaut la peine de la déployer, puis est-ce que je vais avoir un retour sur investissement par rapport à ça? Et puis, je disais, la deuxième, c'est vraiment de pouvoir former les gens, puis garder les gens à jour constamment, comme disait Justine, là, sur les communautés de pratique, puis travailler les formations, une nouvelle. Fait que ça peut prendre différentes formes. Les hackathons, c'est une bonne façon de faire. Une fois ou 2 mois, une fois par trimestre, on fait un hackathon. Tous les équipes de développement travaillent sur un sujet clé, un sujet concret, mais en utilisant les dernières features, puis voir si ça vaut la peine. Fait que vraiment important de garder en compte tous ces enjeux-là. Mais il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est de gagner en productivité puis de livrer de façon le plus sécuritaire et le plus rapide possible. Donc, de passer du gadget productif, comme on disait tantôt, à levier de croissance stratégique. Justine Guérin, donc responsable ligne d'affaires IA chez GoLogic, et Benjamin Lallemand, cofondateur et conseiller stratégique chez GoLogic. Merci beaucoup à vous deux. Merci pour cette présentation. Très belle heure de lunch passant à votre compagnie. Merci beaucoup aux gens donc à la maison, au bureau, qui ont participé et qui ont été très nombreux à nous poser des questions. Je vous invite d'ailleurs à poursuivre la discussion en contactant les membres de l'équipe de GoLogic. Dans les prochains jours, vous recevrez un lien par courriel qui vous permettra de revoir le webinaire en différé. Évidemment, n'hésitez pas à partager cette présentation-là avec vos gestionnaires peut-être ou avec d'autres collègues de votre réseau également. Ce sera disponible pour une période de 6 mois. Et avant de terminer, je vous demanderai de prendre un petit instant pour remplir le questionnaire de satisfaction. C'est des commentaires qui, pour nous, sont précieux, nous aident à améliorer justement les produits et les futurs événements donc présentés par Les Affaires. Visitez le site web Événements Les Affaires pour les prochains webinaires, conférences et formations. Et je vous dis bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Merci.